L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour Jean-Louis Borloo. Bonjour. Vous disiez tout à l'heure à Guillaume Tabar en l'écoutant avec attention que vous étiez estomaqué par ce qui s'est passé hier. Pourquoi? Parce que là, je sens que ça va chauffer ce matin. Non, mais on est sur Radio Classique, donc on va dire les choses calmement. Bon, il y a une opération de communication à l'égard de la presse. Il a été parfaitement aimable, habile. Bon, mais enfin maintenant, si on parle un peu sérieusement du fond, moi j'ai été absolument stupéfait. C'est le premier chef d'État en exercice qui dit 1, je vous préviens, il y a du chômage depuis que je suis là, et 2, je vous informe que ça va continuer. Et 3, je vous informe... On n'a pas tout essayé, mais ça va continuer. Non, et je vous informe que je compte ne prendre aucune mesure d'aucune sorte. Rien jusqu'à 2014. Il parle de compétitivité. Non, mais attendez, aucune mesure d'aucune sorte. Mais est-ce que vous vous rendez compte ce que ça veut dire? On est à 3 millions de chômeurs. 3 millions. On a assassiné tous les secteurs d'activité créateurs d'emplois. Les services à la personne, premier secteur qui avait créé des emplois, 500 000 emplois, rabot. Le bâtiment, on rentre dans une récession du bâtiment, c'est la TVA qu'on augmente, et on a réduit le crédit d'impôt au développement durable qui servait à l'efficacité énergétique du bâtiment. Deuxième secteur. Troisième secteur, la baisse des charges. Il n'y aura pas de baisse des charges. Vous dites même ce matin dans le Parisien, c'est faux. Mais c'est faux, c'est faux. Il n'y a pas de baisse des charges, il y a un crédit d'impôt pour 2014, 2015, 2016, avec une machine à gaz invraisemblable, parce que qui dit crédit d'impôt, c'est envoyer un papier à Bercy, aux services fiscaux, pour avoir le crédit d'impôt. Infaisable pour les PME. Infaisable. Et pas le 1er janvier 2013. Mais à quoi servent les observateurs donc rien de tout grâce à vos yeux. Non mais attendez, non mais je sais pas. Il n'y a aucune mesure annoncée hier. Mais attendez, ou vous dites que ce que je dis n'est pas juste, ou vous dites que c'est juste. Bon, c'est stupéfiant. La dernière fois qu'on a eu 10% de chômeurs et 3 millions de chômeurs en France, c'était en 2005. Chirac a battu le rappel à mort, il a changé son gouvernement, on a lancé des plans de service à la personne, le logement, l'apprentissage, la réception de demandeurs d'emploi. Pendant 10 mois. 1 million, non, on a baissé d'1 million. Oui, pendant 10 mois. Non, pendant 24 mois, ça a baissé. 24. On est passé de 19 à 7. Mais peu importe, il faut peut-être faire autre chose. Moi, ce qui m'affole, c'est l'espèce de peu de sérieux professionnel dans les commentaires. Je suis étonné. On est face à un président qui avait 3 axes de campagne. Quoi qu'il arrive, non à la TVA. Le référendum sur le vote des étrangers. Et le troisième, c'était quoi encore? La jeunesse. La jeunesse, les emplois d'avenir. La jeunesse, oui, la jeunesse. Alors, sur la jeunesse, pour l'instant, j'ai rien vu dire. Et il y avait un troisième... le formidable ratification du « jamais je ne ratifierai, je renégocierai le traité européen ». On a un président... Alors là, vous êtes en train de nous définir ce matin une sorte de renégat, quoi. Un aimable renégat ou... Pas un aimable... Et je rajoute, le candidat, enfin le président, qui a pris les mesures les plus antisociales que je connaisse depuis que la fonction existe. Les heures supplémentaires. Non mais attends, il faut quand même aller le faire. Aller taper les 9 millions de salariés du public et du privé sur les heures supplémentaires. Ça, c'est quand même un exploit. Le forfait sur l'intéressement, et ça concerne 9 millions de salariés. Le forfait sur l'intéressement et la participation. Fondement français, on passe de 8 à 20%. Mais alors... Et la TVA, où est-ce qu'elle augmente de manière massive? C'est sur les artisans et les commerçants, c'est-à-dire là où il n'y a aucun risque de délocalisation, aucun, et on ne touche pas les importations. Moi, je me dis, vous allez voir qu'on va rentrer en récession. Sous cet air aimable et cet intéressant garden party d'hier, en réalité, moi je vous le dis, je vous l'affirme, entre l'arrêt de tous les programmes d'investissement, Canal Seine-Nord, Grand Paris, TGV, régénération ferroviaire, tramway, plan énergétique des bâtiments, entre l'arrêt de tout ça, la consommation qui va prendre un coup, en l'occurrence, avec les heures supplémentaires, et aucune mesure pour l'emploi, aucune avant 2014. C'est quand même extraordinaire de dire le sujet principal des Français, c'est l'emploi et le chômage, et nous expliquer qu'on va faire un truc très compliqué en 2014, très compliqué, 15 et 16,
aucune baisse des charges aujourd'hui. Et alors, le must du tout, c'est la fameuse BPI. C'est une espèce de gimmick. Elle vous plaît pas, celle-là? Non mais attendez, la Banque publique d'investissement. Alors, de quoi s'agit-il? Pas du tout de faire une nouvelle banque. Il s'agit de fusionner deux institutions qui existent. Oui. L'une qui prend des participations. Après, je vais tâcher de vous poser 2 ou 3 questions, quand même, parce que ça sera vraiment pas mal. L'une qui prend des participations et l'autre qui fait du crédit. Tout le monde demande à ce que ça soit séparé dans les activités bancaires. Mais la France vient de décider de fusionner deux trucs qui existent et qui marchaient bien. Ça ne sera pas fait le 1er janvier 2013 comme ça avait été annoncé. Un truc qui va prendre 5 ou 6 mois. Alors, ça fait 6 mois qu'ils sont au pouvoir. Donc, quelque chose qu'il ne faut pas faire, qui ne va pas être fait à la bonne date et qui ne va pas améliorer le crédit des entreprises. Moi, je suis quand même très surpris de considérer que hier, à part la présentation, la forme, voilà, il représente maintenant la statue d'un président tel que les journalistes politiques l'adorent. Est-ce que vous avez trouvé que c'était un capitaine dans la tempête? Pardon? Est-ce que vous avez trouvé que c'était un capitaine dans la tempête hier? Il est allé expliquer à des journalistes que grâce à lui, il y avait la taxe sur les transactions financières qui était déjà votée avant. Il a expliqué grâce à lui, il y avait un mécanisme de stabilité qui était monté avant. Il a même osé raconter que s'il avait fait ratifier le traité, c'est parce qu'il y avait un pacte de croissance. Il y a 220 milliards en Europe. Il n'y a que la France. Téléphonez à la Commission. Dites-moi, vous pourriez nous envoyer un mot sur le pacte de croissance de 120 milliards qui a été décidé grâce à M. Hollande? Ils vont vous éclater de rire au nez. Attendez, c'est même plus grave. Le budget, j'ai 2 ou 3 questions. Non mais le budget qui est en train d'être négocié actuellement pour les 5 années de qui viennent, est présenté par la France vient de demander qu'on coupe sur les dépenses, les investissements d'infrastructures, de recherche et de formation. Donc je dis objectivement, c'est pas sérieux. Mais alors, une question politique, là. On sort justement des considérations économiques, et Dieu sait qu'elles sont importantes. De l'autre côté, pour l'élection de la présidence de l'UMP, visiblement, ça commence à déraper. Donc, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, quand on fait un portrait apocalyptique de ce qui a été dit hier, ce que vous venez de faire, et de l'autre côté, voir que ça se passe... Et de l'autre côté, je termine. C'était très bon. Voilà. Et de l'autre côté, de considérer que ça se passe quand même relativement mal, au fond, c'est un assez grand boulevard pour vous. Je parle sur le plan politique, là. Mais il n'y a pas de boulevard. Il y a où vous expliquez les choses, vous ne les expliquez pas. Nous, on a bâti une formation politique qui est à la fois européenne, ouverte, qui défend les entreprises quelles qu'elles soient, qui est sur le front de l'emploi. La crise du logement dans laquelle il aurait on été très très bon hier et les autres seraient très 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 bons. Et il y aurait comme une perspective qui serait moins souriante pour vous. Je ne crois pas que vous gagnez l'opinion publique parce que les autres ne sont pas bons. Puis d'abord, c'est ce que vous pensez. d'abord, il a été bon sur la forme. Ouais. Bon, donc, mais ça, vous l'avez dit. Bon, non, et moi, j'ai trouvé qu'il était bon. D'abord, je l'ai trouvé très en forme physiquement. Bon. Et puis, on voit qu'il est heureux de faire président. Alors, moi, au moins, ça fait plaisir. Vous êtes heureux de faire opposant. Non, mais il y a quelqu'un qui a envie de faire un job, 6 mois après, vous le voyez heureux de faire le job. Donc, vous vous dites, ça, au moins, c'est un plus. Bon. Mais est-ce que, oui ou non, c'est quand même une certaine forme de grande éclaircie pour vous sur le plan politique? La grande éclaircie, c'est celle qu'on mérite. Voilà, pas autre chose. Bon. Nous, on ouvre un certain nombre de grands dossiers, de grands chantiers européens, la réforme des institutions européennes, sur lesquels on est très clair, puisque nous sommes le seul parti totalement, complètement européen. Bon. Nous souhaitons une société qui n'ait pas de frontières, ni dans la tête, ni dans les quartiers, ni autour de l'Europe. Nous n'avons peur ni des Allemands, ni des Arabes. Voilà. C'est une position qui est relativement claire. Nous sommes absolument convaincus qu'il faut changer le modèle éducatif pour aller vers l'alternance systématique et non plus l'aristocratie des diplômes. Nous sommes convaincus qu'il faut une vraie baisse des charges. Nous sommes convaincus qu'il faut une politique de filière. Bref, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels nous sommes clairs. Nous pensons que c'est au fond du fond ce que pense la majorité ou une très grande partie des Français. Car les Français, vous savez, ils sont à la fois râleurs, mais incroyablement généreux. Ils sont prêts à conquérir le monde. Mais il faut leur dire que l'avenir, c'est des opportunités. Que bien sûr, dans les mutations, il faut s'occuper des plus fragiles. Mais c'est ça, la France. Question concernant justement, puisque vous avez dit tout à l'heure, on n'a pas peur ni des Arabes ni des Allemands. C'est vrai que il y a encore eu hier un grand papier de Patrick Buisson qui était dans le Figaro, une interview, revenant sur cette idée qu'il y a une sorte de Français
malheureux dans la situation d'aujourd'hui. Et de l'autre côté, vous avez François Baroin qui dit cette stratégie consiste à privilégier le mâle blanc est une erreur politique qui nous a fait perdre toutes les dernières élections. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Parce qu'on se retrouve quand même dans l'opposition avec en plus Nicolas Sarkozy qui n'est pas là, mais qui visiblement pèse sur la présidence de l'UMP et sur l'avenir de l'opposition que vous représentez aussi. Alors, d'abord, je voudrais tordre le cou à une espèce de facilité de langage. L'intégration républicaine, depuis 10 ans, a fait des progrès considérables. Considérables. La diversité des talents est parfaitement reconnue aujourd'hui dans la société. C'est vrai dans votre métier, c'est vrai dans le cinéma, c'est vrai dans la banque, c'est vrai dans les technologies. Il faut voir, moi je me souviens, il y a 10 ans, ministre, on faisait talent des cités pour trouver une dame qui avait 3 frites dans le quartier. Aujourd'hui, les talents ils pullulent complètement. Il y a des micro-problèmes, un peu de radicalité, ouais, un peu le de pain au chocolat, salafisme. c'est une erreur totale. Non mais je ne veux pas commenter parce qu'ils sont dans une période électorale au sein de l'UMP. C'est leur affaire. Non, je dis que de manière générale, je lis à longueur de journée qu'il y a des problèmes d'intégration de pays. Ce n'est pas vrai. Les progrès de l'intégration en France, depuis 10 ans, sont stupéfiants et c'est une très bonne nouvelle pour nous. Jean-Louis Borloo, je voudrais revenir une seconde sur les annonces hier de François Hollande, notamment sur le droit de vote des étrangers aux élections locales. Il cherche toujours une majorité des 3/5, visiblement très difficile. Il vous tend la main. Est-ce que, selon vous, ce projet est enterré ou est-ce que vous allez lui rendre cette main tendue? Il est extraordinaire, François Hollande. Il fait une campagne en disant, comme pour le traité européen, comme pour la TVA, moi je le ferai ou par le Parlement ou par référendum. Référendum, c'est fini. Alors, il dit, vous n'avez pas de majorité. Si j'ai pas de majorité, normalement c'est le référendum. Hein. C'est bien ça qu'on avait compris. Non, je ferai pas le référendum non plus. Voilà. Mais il vous tend la main. Alors qu'est-ce que vous faites? Mais attendez, qu'il assume ses responsabilités. Il a dit qu'il ferait un référendum. Qu'il fasse son référendum. Question, est-ce que vous irez... C'est quand même extravagant cette histoire. Question personnelle encore. Est-ce que la mairie de Paris vous intéresse? Répondez, je vous en conjure. Vous êtes gentil, mais comme je ne suis pas dans le cabinet d'un juge d'instruction, je même dans un commissariat de police. Absolument. Je bâtis. Très engageant. Non, j'ai rien dit de tout ça. Non, moi je pose la question. Attendez, non. Moi, je bâtis l'UDI. Faire une formation politique capable de gouverner. D'abord, il faut se préparer. De plein exercice, c'est un énorme travail. Pour l'instant, c'est mon agenda. Voilà, c'est mon agenda. Ensuite, l'année prochaine, on regardera. Nous voulons reconquérir Strasbourg, nous voulons être largement en tête des européennes, nous voulons reconquérir Toulouse, Amiens, Angers, Tours et Paris. Borloo, mais ni plus ni moins que les autres villes. Pour l'instant, je bâtis cette formation. Si je vous avais dit il y a 6 mois qu'on ferait tout ça, vous ne m'auriez pas cru. Mais ça demande un travail de bénédictin. Est-ce qu'il faut un seul et même candidat de droite et du centre droit? La question est différente. On verra, cher ami, on verra. Il y a des endroits, tout le Grand Ouest, tout le Sud-Ouest, une partie du Nord-Pas-de-Calais et les Parisiens, c'est clairement... Si une formation peut reconquérir, c'est plutôt l'UDI. Voilà, c'est ça ce que nous croyons. Et d'ailleurs, c'est ce que pense une partie de nos amis de l'UMP. Alors justement, c'est la grande dernière question que je vais vous poser. On a le sentiment, en vous écoutant ce matin, que vous êtes le principal opposant structuré finalement au pouvoir de la gauche en France, tandis qu'à droite, ils sont perdus dans des querelles de rivalité et avec l'ombre de Nicolas Sarkozy caché dans un placard. En fond, j'essaie de résumer votre situation. Est-ce que c'est aussi le diagnostic que vous faites? Alors, d'abord... Je simplifie, je caricature. Vous avez raison, non mais qui s'engueule un peu au période électorale, rien que de très normal, franchement. Et qui ne parlent pas du fond pendant ce temps-là, et qui parlent à leurs militants, on peut quand même leur passer ça. Non. Ce qui me paraît plus inquiétant, c'est le point suivant. On voit bien le logiciel politique du Front National. Des frontières partout. Je vais prévenir nos amis de Public Sénat qu'on va déborder un tout petit peu. Voilà. On voit bien la nôtre. L'ouverture surtout. Les Européens, internationaux, croyant à l'avenir, pas de ligne Maginot dans les quartiers, tendant la main à tout le monde. On voit bien 2 logiciels politiques. La question qui est posée à l'UMP, c'est quel est son logiciel politique? Sont-ils pro ou anti-européens? Pensent-ils que l'intégration est l'outil principal ou au contraire, pas du tout? La vraie question qui va leur être posée, et moi j'ai besoin de savoir, au fond, non pas qui est le président, mais ce que pense, quelle est l'idéologie réelle de ce partenaire loyal que nous souhaitons avoir. C'est ça notre préoccupation. Et ça, pour l'instant, j'ai pas de réponse, mais j'espère qu'on aura des réponses dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, Jean-Louis Borloo, d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Radio Classique et du Public Sénat. Mickaël, merci beaucoup. Bonne journée, à demain. On se retrouve demain et pardon donc